La semaine dernière a été un petit peu agitée, notamment aux États-Unis, sur les bourses mondiales, un petit peu aussi en fin de semaine en Europe. Sur le fond, c'est vrai qu'il y a il y a des motifs, on va dire, d'interrogation qui se multiplient. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Déjà, il y a la question de la Fed, parce qu'on serait parlé il y a 15 jours, on serait dit, mais c'est sûr, la Fed, mi-décembre, c'est le 16, je crois, non, c'est ça 10, je crois. Bon, va baisser ses taux. On se serait dit, oui, c'est sûr, c'est quasiment sûr. On voit bien que c'est loin d'être acquis. Le consensus de marché ne voit plus que 50% de chances de baisse. C'était 72% la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, les deux courbes se sont inversées. Donc les anticipations, 50-50, et plutôt dans le sens on ne fait rien. Statu quo, l'hypothèse du statu quo gagne du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose sur le front économique, puisque nous sommes toujours sous le coup d'absence de publication. Cette semaine, on aura des publications aux États-Unis. On devrait en avoir pas mal. On aura les chiffres du mois de septembre, des créations d'emplois, ça paraît très loin, et les chiffres aussi d'inflation. Mais finalement, dans le monde actuel, on voit bien... Alors, les chiffres jusqu'à présent publiés n'étaient pas non plus affreux, en particulier en ce qui concerne le marché de l'emploi, même si dans le détail, on peut discuter. L'autre élément, c'est que les résultats des entreprises sont restés de bonne facture, plutôt meilleurs qu'attendus. Donc, vous ne savez pas trop ce qui se passe sur le plan conjoncturel, mais en même temps, vous avez quand même une grande majorité des entreprises qui publient des résultats qui sont plutôt réconfortants, avec des perspectives plutôt bien orientées, donc qui ne laissent pas présumer d'une détérioration accélérée de la conjoncture américaine. Et puis, pas mal de membres de la Fed, finalement, qui ont repris le discours. Jérôme Powell nous avait dit il y a tellement de dissensions entre les membres de la Fed sur la décision du mois de décembre qu'il n'est pas impossible que la baisse des taux n'est pas garantie. Voilà, mais il n'y avait pas beaucoup plus. Et puis, depuis, beaucoup de membres, finalement, se sont exprimés pour exprimer le fait qu'effectivement, ils ne sont pas forcément convaincus qu'il faille baisser les taux à nouveau. L'inflation est à 3%, elle pourrait monter davantage. Alors, et d'ailleurs, c'est intéressant, le recul de Donald Trump sur les droits de douane montre que peut-être, effectivement, il y a quand même des sujets de crispation en termes d'évolution des prix, notamment de l'alimentation. Et ce sont des sujets, effectivement, qui l'un dans l'autre. Le shutdown étant derrière nous, alors les menaces sur la suite du fonctionnement fédéral, on sait que c'est un accord pour un mois, jusqu'au mois de janvier, que les dossiers chauds vont être sans doute remis sur la table, donc il n'y a pas une visibilité non plus énorme, mais on sent bien que là, le risque principal d'un shutdown qui aurait duré de manière extrêmement prolongée, davantage que ce qu'il a été, me semble de remettre en question les grands principes de la réforme fiscale. Une fois qu'on sort de ce shutdown, sans trop de dégâts, apparemment conjoncturels, finalement, la réforme fiscale a quand même plus de chances d'être mise en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va venir soutenir le pouvoir des ménages américains, quels qu'ils soient, sous coup de crédit d'impôt, etc. Et ça, c'est un élément que la Banque centrale américaine ne peut pas ignorer. Elle ne peut pas... Et comme il y aura du carburant dans la machine économique, elle se dit, pas de raison non plus, alors que l'inflation est à 3%, que je baisse en décembre une troisième fois d'affilée mes taux. Alors que les marchés, alors vous titriez peut-être sur les risques et l'incertitude des investisseurs, et il y a bien des éléments effectivement de questionnement, indiscutablement. Enfin, on est à deux doigts des plus hauts historiques sur les indices américains. Les conditions financières, cet indicateur synthétique des conditions qui englobent les liquidités, les taux d'intérêt, etc., sont encore très favorables. Pourquoi est-ce que la Fed, une banque centrale, irait assouplir davantage Donc pour vous, elle ne fera rien? Et pourquoi elle ne ferait rien? Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de besoin de cette impulsion, et parce que la partie longue de la courbe des taux, les taux plutôt à 30 ans, au-delà de 10 ans, eh bien, se tendent. Ils se tendent pourquoi? Parce qu'ils ont précisément l'impression, le sentiment que la vigilance à l'égard de l'inflation américaine n'est pas au mieux, est pas garantie, et que probablement d'ailleurs le remplacement de Jérôme Powell risque de fragiliser encore l'indépendance de la banque, fragiliser l'indépendance de la Banque centrale, et peut-être ce sentiment sur l'inflation. Donc si vous avez une banque centrale qui va dans le sens du vent, qui baisse ses taux de manière un petit peu gratuite, pas forcément nécessaire, elle ne fait
en réalité qu'exacerber le risque de tension sur la partie longue de la courbe des taux. Donc, ce n'est pas du tout... Après, il faut comprendre aussi la Fed qui pilote à l'aveugle maintenant depuis 2 mois. Je veux dire, il n'y a plus de publication de statistiques économiques sur les prix, sur l'emploi. C'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué. Ils doivent être un petit peu mieux placés que nous pour sentir le terrain quand même. Mais effectivement, les deux... Alors, on a eu les publications d'inflation, mais sur le marché de l'emploi, il n'y a quand même pas grand-chose. Mais il n'y a pas rien non plus. On a quelques informations et celles-là, pour l'instant, ne sont pas non plus dramatique. Le problème, c'est que les marchés financiers sont très hauts, enfin Wall Street est Street très haut, est très et donc haut. très sensible aussi évidemment à la politique monétaire de la Fed. Quand les marchés sont chèrement valorisés, notamment la tech, toute déception sur les taux directeurs. Exact. Exact, et ce qui conduit, qui mène à s'interroger sur la valorisation des marchés. Et il y a Nvidia, d'ailleurs, Nvidia qui va publier cette semaine. Oui, tout à fait. Et il y a une telle sensibilité de tous ces secteurs, de technologie en particulier, aux perspectives d'évolution des taux d'intérêt, que ça en devient un petit peu suspect. Un secteur qui se porte bien, en plein développement, avec des valorisations soutenables, n'a pas de raison d'être aussi sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Donc là, il y a vraiment, effectivement, si on veut gratter un petit peu sous la croûte, des raisons qui nous montrent quand même une certaine fragilité du secteur aux valorisations actuelles. Une déconnexion ou pas par rapport aux réalités économiques de Wall Street ? On y est ou pas? Parce que c'est hyper compliqué. J'ai lu un article hyper intéressant des Échos qui expliquait qu'aujourd'hui, le S&P capitalise 28 fois les bénéfices attendus. C'est 15 sa moyenne historique. Sauf que la composition du S&P a changé. La part des boîtes tech est passée, alors je ne sais plus en combien de temps, de 16 à 35%, je crois que c'est en 10 ou 15 ans. Et donc, en gros, le point, c'est de dire que si les actions américaines sont chères, c'est que c'est pour de bonnes raisons. Alors voilà, est-ce que ce sont des bonnes raisons? Qu'attend-on? Elles sont profitables. Voilà, pour l'instant, chiffres. Elles sont profitables indiscutablement. Mais voilà, quelles sont les perspectives de développement de tous ces nouveaux métiers et auxquels il faut mettre aujourd'hui en face des engagements en termes de CAPEX qui sont juste astronomiques, hein, avec la question bien évidemment du retour sur investissement, du risque de surcapacité, de la compétition internationale, d'éventuelles réglementations d'ailleurs ou des tensions géopolitiques qui sont en trame de fond. Donc tout ceci est très, très arbitraire en réalité parce que ni vous ni moi ne sommes capables de dire où en sera le métier de l'intelligence artificielle par exemple dans 3 ans, où on en sera exactement, et si ce qu'on paye aujourd'hui se justifie ou pas. Donc on est dans cette incertitude. Pour l'instant, si vous regardez l'évolution du prix, par exemple, de ces secteurs-là, hein, des secteurs magnifiques, eh bien, on n'a pas non plus d'illustration d'un marché surpayé ou d'une bulle de la tech. Maintenant, tout ceci est fonction des attentes de résultats. Donc, effectivement, il faut que les résultats finaux soient au rendez-vous. Ils le seront probablement à brève échéance. À plus long terme, c'est une vraie question. Quand on voit plusieurs, on a vu le monsieur Big Short, Michael Burry, se mettre vendeur sur l'IA. Je disais ce matin, je ne sais plus quel autre milliardaire aussi disait qu'il vendait ses valeurs IA. Oui, c'est sans doute un peu risqué dans le contexte actuel. Enfin, ce qu'on voit, c'est que plutôt il y a une sorte d'engouement. Et il y aura des dégâts, il y aura des déceptions, il y aura peut-être un lourd coût in fine, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la partie montante de la vague encore. Ce qui n'est pas forcément sain. Hein, mais, les petites turbulences qu'on a eues la semaine dernière, rien de méchant, on est encore sur des points hauts. Hein. Ouais. Mais est-ce que voilà, ça montre qu'il y a beaucoup d'interrogations et il y a un début pas de craquement, mais de doute sur... Il y a des doutes tout à fait justifiés parce qu'on évolue en terre inconnue quand même, en territoire inconnu, avec des engagements astronomiques. Et on sait qu'il y aura des perdants. On parlait d'IA, de l'IA. Pardon ? Des engagements en matière d'investissement dans l'IA, qui se font d'ailleurs via des actions, en actions, mais en dette. Je disais, très intéressant que beaucoup de boîtes, des gens de la tech américains, s'endettent pour investir dans l'IA. C'est le nouveau paradigme et c'est ce qui rend les questions, enfin qui aiguise un petit peu la nervosité, sans doute à juste titre. Sauf que il y aura
probablement dans ce lot-là des gagnants qu'on a du mal à identifier pour l'instant. Ah, aussi, on les voit. C'est les pour l'instant, on les voit. Hein. Oracle, Nvidia. Voilà. Est-ce qu'ils resteront les gagnants et seront certains de rafler l'essentiel de la mise mondiale? En tout cas, aujourd'hui, ce marché de l'IA est véritablement mondialement dynamique. Les États comme les entreprises courent derrière. Et je pense qu'effectivement, être en retrait ou jouer la chute du secteur, c'est quand même extrêmement périlleux. Ça ne veut pas dire qu'on soit complètement rassuré quand on voit ce qui se passe et l'envergure du mouvement. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a des ailes qui se sont un petit peu brûlées. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste, président du cabinet RF Research. Merci. Merci David.